Le problème fondamental en ce moment, c'est que l'antisémitisme reste à un niveau de crise aux États-Unis et dans le monde entier. Les universités sont devenues des foyers de la plus ancienne des haines. Alors que certains étudiants ont eu peur d'exprimer leur identité juive, d'autres s'affirment. L'antisémitisme est-il instrumentalisé dans l'enseignement supérieur américain? Et si oui, par qui? À la suite d'une décision surprenante concernant l'université Harvard et d'un prétendu lanceur d'alerte du ministère de la Justice, l'avenir des droits civiques des Juifs sur les campus est en jeu. Nous en discutons aujourd'hui. Je suis Ilana Mizel-Diamant et voici Basic Law. Nous sommes donc rejoints aujourd'hui par Ken Marcus, fondateur, président et PDG de l'Institut Brandeis, et, parmi d'autres fonctions publiques, ancien secrétaire adjoint américain à l'éducation chargée des droits civiques. Ken, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup de nous rejoindre. Heureux d'être avec vous, Alana. Ravi de vous avoir. Alors, allons-y directement. Il y a cette décision controversée et potentiellement très importante qui vient d'être rendue par le tribunal de district du Massachusetts concernant une affaire intentée contre Harvard par le ministère de la Justice. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette décision qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours, le contexte factuel, puis la décision elle-même, son raisonnement et pourquoi elle est si importante? Bien sûr, je serai ravi de le faire, Alana. Tout ce qui concerne Harvard va forcément être controversé et potentiellement important. Il s'agit d'une décision d'un tribunal fédéral de district. Ce n'est pas une décision d'une cour d'appel. Elle n'est pas contraignante pour les tribunaux à venir. Cependant, elle provient d'un juge fédéral dans une affaire qui attire beaucoup d'attention parce qu'elle concerne le procès pour droit civique intenté par le ministère de la Justice contre l'université Harvard pour antisémitisme. Le procès du ministère de la Justice est en grande partie identique à une action en justice que mon organisation, le Brandeis Center, a intentée contre Harvard il y a seulement quelques années. Notre affaire a été couronnée de succès puisque nous avons obtenu une décision favorable du juge Stearns du tribunal fédéral de district de Boston, puis nous avons finalement conclu un accord avec Harvard à des conditions très avantageuses. Cette affaire est présentée devant exactement le même juge, le juge Stearns, qui rejette le dossier du ministère de la Justice. Et la raison pour laquelle il a rejeté est essentiellement que le ministère de la Justice a attendu trop longtemps et que pendant l'intervalle entre l'enquête menée par le département de la Santé et des Services sociaux et le dépôt de la plainte, le ministère de la Justice n'a pu identifier que quelques incidents supplémentaires d'antisémitisme. Et à partir de cela, le juge dit que l'existence d'un problème persistant d'antisémitisme à Harvard relève de la pure spéculation. Pourriez-vous donner, juste pour que tout le monde ici se souvienne, de quelques exemples concrets du type de harcèlement et de violence qui ont été allégués, où l'institution n'a pas correctement traité l'affaire? Eh bien, il y avait un étudiant d'une école de commerce qui aurait été agressé physiquement. Il y avait 3 étudiants à la Kennedy School qui ont été empêchés d'aborder la question d'Israël en tant que démocratie juive. Il y a eu des allégations de harcèlement généralisé sur une longue période, impliquant beaucoup de personnes. Il y a eu quelques discours hostiles du type «du fleuve à la mer», mais il y a aussi eu une quantité importante de comportements antisémites. D'accord. Et donc à ce stade, juge Stearns, qui a permis à votre affaire d'avancer avec succès, retourne voir le gouvernement et dit: trop tard. L'idée, c'est qu'il s'agit d'une affaire relevant du titre 6. Donc, l'idée que Harvard devrait être privé de financements fédéraux pour avoir permis la discrimination sur son campus n'est plus justiciable. Oui, donc gardez à l'esprit qu'auparavant, le ministère de la Justice avait simplement essayé d'agir très rapidement, de brûler quelques étapes et de geler les financements de Harvard. Et un autre juge d'un tribunal fédéral de district a dit que c'était trop rapide. Il faut suivre la procédure. Cette fois, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont suivi la procédure. Et ils disent maintenant que c'est trop lent parce que la période entre les incidents présumés et le dépôt devant le tribunal était trop longue. Eh bien, si les 2 décisions tiennent, alors on ne pourrait jamais avoir une action du ministère de la Justice fondée sur le titre 6 qui aboutisse devant le tribunal de district du Massachusetts concernant soit l'antisémitisme, soit toute autre chose. Le ministère de la Justice, pendant des décennies, a intenté très peu d'affaires de droit civique, surtout concernant l'antisémitisme. Maintenant qu'ils le font, les tribunaux bloquent ces affaires et appliquent une norme qui, si elle était utilisée de façon cohérente, empêcherait pratiquement toute autre forme d'application de la législation sur les droits civiques par le ministère de la Justice. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Parce qu'on dirait que lorsqu'on intente une action privée, là, vous savez, ça pourrait aboutir. Oui, cela n'affectera pas nécessairement les actions privées, comme celles que nous avons intentées, bien que cela aurait un impact sur les plaintes déposées auprès des organismes fédéraux chargés de l'application des lois, comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi. Je pense que la décision est tout simplement confuse. Elle applique la mauvaise norme, une norme qui s'appliquerait à d'autres types d'affaires, mais pas à celle-ci. Il se peut qu'il y ait une certaine frustration à Boston concernant l'administration Trump. Cela a été exprimé de manière assez explicite par un autre juge du tribunal fédéral de district au sein de la même juridiction, le juge Barrows, dans une autre décision impliquant les mêmes parties. Il se peut donc qu'il y ait une réticence générale à entendre davantage le gouvernement fédéral au sujet de Harvard en ce moment. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit, mais il est difficile d'imaginer que cette décision tiendrait si elle était portée jusqu'à la Cour suprême. Pensez-vous que cela pourrait arriver? Je pense que le ministère de la Justice devrait faire appel. Je ne sais pas comment la Cour d'appel du premier circuit gérerait cela, mais si le ministère de la Justice obtenait une décision défavorable de la Cour d'appel du premier circuit, alors je pense que l'affaire irait devant la Cour suprême, que la Cour devrait l'entendre et que le ministère de la Justice l'emporterait. Donc, pour être clair, vous pensez que cette décision pourrait avoir un impact si elle reste telle qu'elle, mais qu'il est peu probable qu'elle reste en l'état? Oui, pour le moment, ce n'est pas idéal pour les affaires portées devant le tribunal fédéral de district de Boston, et il y a un grand nombre d'universités et de collèges dans le Massachusetts et en Nouvelle-Angleterre. Donc, ce n'est pas un détail mineur. La décision serait également évoquée, même si elle n'est pas formellement contraignante, devant les tribunaux à travers le pays. Donc, par exemple, je m'attendrais à ce qu'elle soit utilisée contre le ministère de la Justice à l'UCLA. La voilà. Plus que cette affaire. La présidente Andrea Lucas de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi a engagé une procédure contre l'UCLA au moment des campements, fin 2023, début 2024. Dans le sillage des attaques du Hamas du 7 octobre et des manifestations qui ont balayé les campus américains et qui étaient assez intenses à l'UCLA. Lucas l'a constaté à l'époque. Elle était commissaire et elle a obtenu l'ouverture d'une enquête de l'EIOC. Cette enquête a abouti à des conclusions de violation de la part de l'UCLA à cette époque. L'affaire a ensuite été transmise au ministère de la Justice et le ministère de la Justice a suivi les procédures prévues par le titre 7, qui s'applique au lieu de travail, et a déposé une plainte devant le tribunal fédéral de district. Ils ont suivi toutes les étapes, ce qui a pris quelques années. Si un tribunal de district à Los Angeles était d'accord avec le juge Stearns à Boston, il pourrait dire que ce n'est pas suffisant, que le gouvernement a trouvé une violation que l'université n'a pas réussi à corriger et le tribunal pourrait rejeter l'affaire. Je ne pense pas que cela arrivera, mais ce serait le risque. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce qui se passait réellement à UCLA? À UCLA, nous avons vu d'importants campements et à la fois les étudiants juifs et d'autres Américains juifs ont été empêchés de traverser le campus. Ils ont affirmé qu'ils n'étaient pas autorisés à traverser les campements et à aller en cours, à moins de faire des déclarations désavouant et condamnant l'État d'Israël. Un juge d'un cour fédéral de district, dans une affaire antérieure, avait déjà indiqué que cela semblait constituer une violation de la loi, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise. Il y a maintenant divers types de litiges en cours à UCLA et certains pourraient être compromis si le tribunal de Los Angeles était d'accord avec celui de Boston. Et qu'en est-il des affaires existantes qui ont déjà été réglées? Par exemple, l'Université Columbia a vu des millions, des centaines de millions de dollars de subventions gelées en 2025 par le gouvernement fédéral, compte tenu de la norme actuellement appliquée par le juge Stearns. Est-ce que ce genre d'affaires risque d'être rouvert ou... Ironiquement, non. Plus tôt dans l'administration, le gouvernement fédéral est intervenu de manière très ferme, en gelant des fonds et en prenant des mesures qui étaient extraordinairement fortes et énergiques. Et cela ne semblait pas forcément suivre toutes les étapes requises.
Le gouvernement fédéral est maintenant critiqué pour cela, mais le fait est qu'ils ont pu obtenir des accords très importants à cette époque. Depuis lors, le gouvernement a eu tendance à s'orienter davantage vers des enquêtes traditionnelles en suivant les règles habituelles. C'est maintenant, alors qu'ils suivent les règles habituelles qui sont longues et lourdes, qu'ils se heurtent à ce problème avec le tribunal de Boston. Ce n'est pas une objection qui concernerait leurs affaires précédentes, mais plutôt celles qu'ils mènent maintenant selon les règles habituelles. Compris. Et si vous étiez de retour au gouvernement, en train de réfléchir à la stratégie de contentieux, compte tenu de ces évolutions, comment y réfléchiriez-vous? Ça doit être frustrant. Les responsables fédéraux de l'application des droits civiques doivent comprendre qu'ils sont maintenant sévèrement critiqués sur plusieurs fronts différents. Ils reçoivent de vives critiques du Congrès, y compris de la part de membres du Congrès qui pourraient potentiellement accéder à des postes de présidence si le contrôle du Congrès changeait. Ils ont aussi Ça a affaire été à des calme. lanceurs d'alerte. Sois plus précise. Par exemple, le principal démocrate de la commission judiciaire de la Chambre a envoyé cette semaine une lettre très ferme accusant effectivement l'administration Trump d'une mascarade et en nommant certains avocats, y compris des avocats de carrière, pour avoir essentiellement inventé ces enquêtes sur l'antisémitisme. Si vous êtes impliqué dans l'application des droits civiques au niveau fédéral, vous êtes critiqué de toutes parts, parfois de manière très personnelle, même si vous êtes un avocat de carrière. Cela crée beaucoup de pression, surtout lorsqu'on y ajoute les décisions de justice et certains médias. Il faut beaucoup de courage et une grande force de caractère pour aller de l'avant et se concentrer sur le travail, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que les responsables fédéraux de l'application des droits civiques doivent continuer à se concentrer sur le problème persistant et important de l'antisémitisme. Malgré les attaques auxquelles ils font face de la part de membres du Congrès, de la part de lanceurs d'alerte, des tribunaux et d'autres sources. Et vous, vous suggéreriez, comme vous l'avez dit, d'utiliser les règles habituelles ou le mode d'application apparemment plus efficace, mais un peu plus controversé qu'ils utilisaient au départ? Je pense qu'il est intelligent de la part des avocats de l'agence de poursuivre désormais les affaires d'antisémitisme en utilisant les procédures formelles disponibles. Je pense aussi qu'il est positif qu'il y ait un plus grand nombre de ces procédures qui sont utilisées, pas seulement au ministère de l'Éducation, comme les années précédentes, mais aussi dans d'autres agences qui n'étaient pas impliquées auparavant, comme le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, comme le ministère de la Justice, même. Je pense qu'il est utile et bienvenu qu'il y ait également eu des tentatives coordonnées et énergiques pour attirer l'attention des universités. Je pense que cela devrait continuer, mais en tenant compte des exigences légales. D'accord. Toi, je crois que je t'ai peut-être interrompu quand tu as commencé à parler d'un lanceur d'alerte. Il y a donc une avocate qui s'appelle Hailey Van Aram, je suppose, qui travaille à la division des droits civiques du ministère américain de la Justice depuis environ 10 ans. Et elle affirme que les actions fédérales menées contre Brown et d'autres universités comme Columbia ont essentiellement été prises selon une procédure accélérée ou en dépit des éléments de preuve parmi plusieurs autres allégations. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et nous expliquer comment vous envisagez cet épisode et ses répercussions potentielles, étant donné les types de pression que vous décrivez? Je dirais donc qu'il est malheureux, mais vrai, que des avocats chevronnés des droits civiques mécontents ne sont pas une nouveauté, ou ne devraient pas l'être, sous les administrations républicaines. D'habitude, nous voyons que le ministère de la Justice et d'autres agences sont en grande partie composés d'avocats qui ne partagent pas les priorités, les positions et les valeurs des administrations républicaines, et ont tendance à s'en irriter. Ce que nous voyons dans ce qu'on appelle la plainte du lanceur d'alerte, ce sont une série d'objections. Que des avocats de carrière ont été affectés à des tâches qu'ils ne voulaient pas faire, dans des délais qu'ils jugeaient trop serrés, et que leurs recommandations ont été ignorées par leurs supérieurs.
En réalité, c'est assez courant dans le gouvernement fédéral, et ce n'est d'ailleurs pas rare ailleurs non plus. Il arrive que les gens doivent faire un travail qu'ils n'ont pas envie de faire. Il leur arrive parfois de devoir le faire selon des délais plus serrés qu'ils ne souhaiteraient, et si leurs supérieurs passent outre leurs recommandations, cela n'attire généralement pas l'attention du Congrès. Cependant, cette plainte s'inscrit dans un récit que les détracteurs de l'administration Trump utilisent pour s'opposer politiquement à l'administration Trump. C'est tout simplement la politique normale. Donc, ce n'est peut-être pas surprenant qu'un membre éminent du Congrès ait pris cette plainte de lanceur d'alerte et l'ait essentiellement amplifiée. Elle est utilisée comme base pour des allégations selon lesquelles l'administration Trump agit mal. Je me demande un peu s'il n'y a pas une tentative plus large de construire une sorte d'équivalence morale ici. Je vais ajouter à ce que vous venez de dire à propos du lanceur d'alerte et du genre d'attention que cette histoire reçoit. Le fait qu'il y ait aussi une plainte à Colombien, non pas par des étudiants juifs alléguant de l'antisémitisme, mais par des Palestiniens ou des étudiants qui s'identifient à la cause palestinienne, alléguant qu'ils ont été victimes de discrimination. Et donc, il y a eu une sorte de tentative de recours judiciaire par mimétisme. Je ne vais évidemment pas prendre position sur la direction que cela devrait prendre, mais il me semble que toutes ces choses s'enchaînent en même temps, dans un laps de temps assez court. Et j'aimerais avoir votre avis sur la question de savoir s'il y a une sorte d'effort pour essayer de créer cette équivalence morale et ainsi, vous savez, affaiblir ces autres poursuites intentées par des étudiants juifs et par le gouvernement en leur nom. Le problème fondamental en ce moment, c'est que l'antisémitisme reste à un niveau de crise aux États-Unis et dans le monde entier. Il n'y a peut-être pas de campement sur les campus universitaires, mais nous voyons de la violence dans les rues. Nous voyons des attaques contre des synagogues. Nous voyons les établissements scolaires du primaire et du secondaire dans une situation pire que jamais, ainsi que des problèmes dans d'autres secteurs comme la santé et les syndicats. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer à se concentrer intensément sur le fait de mettre au jour, de combattre et d'éliminer cet antisémitisme. Il y a certaines personnes qui essayent de distraire ceux d'entre nous qui le combattent de différentes manières. Cela peut être des efforts politiques de la part des critiques de l'administration actuelle. Cela peut être des actions juridiques menées par des militants anti-Israël. Ils doivent tous être vaincus et il faut se concentrer sur l'avenir. En ce qui concerne l'affaire Columbia, il y a vraiment deux aspects. Les plaignants dans l'affaire Columbia ont affirmé qu'ils étaient des étudiants de Columbia qui ont été agressés physiquement parce qu'ils étaient musulmans et parce qu'ils étaient palestiniens. Si cela est vrai, ils devraient faire valoir leur cause devant la justice. Il est tout à fait possible qu'il existe un endroit où il y a à la fois de l'antisémitisme et de la discrimination contre les musulmans, et tout cela est mauvais. Nous devrions assurer une protection égale pour tout le monde. Mais cette même plainte a aussi été utilisée pour tenter de saper les efforts visant à lutter contre l'antisémitisme. Il faut s'y opposer. Il faut s'y opposer parce qu'il n'y a vraiment aucune équivalence et que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Et ce dont nous avons besoin, tant pour la communauté que pour le gouvernement fédéral et les tribunaux, c'est de rester concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire éradiquer ce fléau de l'antisémitisme qui s'est propagé des campus universitaires à d'autres secteurs. Pensez-vous vraiment que cela prend naissance sur les campus universitaires et se propage à partir de là? Donc, aux États-Unis, nous l'avons vu arriver dans la société américaine par divers canaux, comme les campus universitaires, et aussi peut-être par Internet et les médias numériques. Et ensuite, à partir de ces milieux, cela se propage clairement. Les universités sont devenues des incubateurs de la plus ancienne des haines. Et nous voyons les universités former des enseignants du primaire et du secondaire à la propagande antisioniste, répandant l'antisémitisme dans les écoles à travers tout le pays. Nous voyons également l'antisémitisme de type universitaire, d'une variété gauchiste et antisioniste, se répandre à travers les syndicats et d'autres groupes. Pourriez-vous expliquer un peu plus ce qui apparaît dans les écoles de la maternelle à la terminale et à travers les syndicats ou d'autres organisations? Dans les établissements de la maternelle à la terminale, nous voyons maintenant des niveaux d'antisémitisme similaires à ce que nous avons observé sur les campus universitaires il y a quelques années. Ce n'est pas encore au niveau de l'enseignement supérieur, mais c'est clairement pire que tout ce que nous avions vu auparavant, et de loin. Cela prend différentes formes. Une partie de cela consiste en des lycéens qui reproduisent le comportement de leurs frères et sœurs plus âgés, scandant «du fleuve à la mer» lors de manifestations en quittant les cours. Une partie concerne des programmes approuvés, comme les études ethniques dites libérées,
dans certaines classes de Californie qui adoptent une vision étroite et négative de l'identité juive et d'Israël. Une partie implique des syndicats d'enseignants qui propagent des attitudes anti-israéliennes et des supports pédagogiques encore pires que ce que certains de ces districts scolaires acceptent. Donc, il s'agit d'une variété de formes différentes d'antisémitisme, certaines propagées par les enseignants eux-mêmes et leurs syndicats. Et cela s'est-il produit à l'échelle nationale ou y a-t-il des points chauds? Donc, nous voyons cela partout dans l'État de Californie. Et en fait, le Brandeis Center poursuit l'État de Californie pour avoir diffusé de l'antisémitisme dans ses écoles. Nous l'avons également constaté de la Géorgie au Massachusetts et à New York, et nous avons des affaires dans tous ces endroits. Et nous voyons cela apparaître dans d'autres endroits également. C'est clairement un problème national. Et le gouvernement fédéral s'attaque-t-il aussi à ces institutions ou se concentre-t-il sur l'enseignement supérieur? Le gouvernement fédéral s'est beaucoup plus concentré sur l'enseignement supérieur. Nous avons exhorté le Congrès à organiser des auditions sur l'antisémitisme dans le primaire et le secondaire. Et en fait, la Chambre des représentants a tenu quelques auditions, mais pas autant. Nous avons également déposé des plaintes auprès des agences fédérales chargées de faire appliquer la loi, et nous avons obtenu l'ouverture de quelques enquêtes, même si, de toute évidence, nous n'obtenons pas le même niveau d'attention. En ce qui concerne les syndicats d'enseignants, nous avons déposé une nouvelle plainte majeure contre le plus grand syndicat d'enseignants du pays, la National Education Association. Et cette plainte fait maintenant l'objet d'une enquête très approfondie de la part des enquêteurs fédéraux. Vous avez été la personne clé dans l'affinement et la révision de la manière dont les lois sur les droits civiques s'appliquent aux Juifs sur les campus. Vous pouvez dire une phrase ou deux à ce sujet, mais je dirais simplement qu'il s'agit essentiellement d'élargir la définition de ce qu'est un Juif, dans le cadre des droits civiques, à sa juste mesure. Je suis ce sujet avec intérêt, et je me pose constamment des questions. Vous savez, la loi essaie de sanctionner les institutions qui n'ont pas agi alors qu'elles auraient dû, disons. Mais la loi n'a pas abordé le problème fondamental de la culture sur le campus ou du corps enseignant sur le campus. Il y a beaucoup de choses qui sont légales et qui continueront d'alimenter les problèmes dont nous parlons sur le plan culturel. Pouvez-vous parler de ce que vous avez fait lorsque vous étiez au gouvernement fédéral et de l'importance que cela a aujourd'hui dans les litiges? Et aussi, où s'arrête réellement l'efficacité de tout cela? C'est certain, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout cela a commencé il y a plus de 20 ans, sous l'administration de George W. Bush. On m'a confié la responsabilité de l'application des droits civiques dans le domaine de l'éducation. À cette époque, les étudiants juifs n'étaient pas considérés comme étant protégés par le titre 6 de la loi sur les droits civiques de 1964, qui est le texte clé dans ce domaine. Et pour cette raison, lorsque des étudiants juifs déposaient des plaintes auprès de l'agence compétente, ces plaintes étaient systématiquement rejetées. J'ai élaboré la politique selon laquelle le gouvernement fédéral affirme désormais que cela s'applique aux groupes juifs ou à d'autres groupes ethno-religieux. Les plaintes, si un groupe partage une origine ethnique ou ancestrale commune, ainsi qu'une foi commune, le fait qu'il partage une foi commune ne peut pas priver l'agence de sa compétence. En d'autres termes, les Juifs sont un groupe religieux, mais aussi un groupe ethnique et un peuple. Et parce que nous partageons une identité de peuple, nous avons droit à la protection des droits civiques, tout comme d'autres groupes tels que les Afro-Américains, les Hispaniques ou les Américains d'origine arabe. C'était une nouvelle politique il y a une vingtaine d'années, mais elle a depuis été largement acceptée par toutes les administrations présidentielles. Vous posez une question sur la stratégie. Au début, toutes nos affaires concernaient des institutions comme Harvard, le MIT et Berkeley, qui toléraient un environnement hostile pour les étudiants juifs. Partant du principe que nous ne devrions pas avoir à nous battre contre chaque incident, mais plutôt tenir les institutions elles-mêmes responsables afin qu'elles gèrent les problèmes à l'avenir. Nous poursuivons toujours cet objectif, mais nous nous attaquons aussi à certains des coupables et à certaines des organisations qui empoisonnent la culture. Donc des groupes comme Students for Justice in Palestine, Turtle Island Liberation Front ou People's City Council
que nous accusons d'être responsables de certains des problèmes sur les campus universitaires et ailleurs. Nous les poursuivons également dans la mesure où ils enfreignent les lois fédérales et celles des États. La loi est la clé du changement social en Amérique, mais elle ne peut pas agir seule. Il faut une prise de conscience accrue du public, il faut de l'éducation, il faut de l'activisme. Nous avons essayé d'intégrer cela dans notre approche afin que, lorsque nous déposons une plainte, nous utilisions également les médias pour accroître la sensibilisation. Au Capitole, dans les agences exécutives, dans les capitales des États et au sein du grand public. Parce que nous croyons que sans la loi, il ne peut pas y avoir de changement, mais que la loi seule est insuffisante. Fondamentalement, ce que le gouvernement fédéral essaie de faire en ce moment avec ses poursuites, c'est de menacer, d'amadouer ou de pénaliser les institutions qui reçoivent des fonds fédéraux pour les amener à agir d'une certaine manière. Donc, j'aimerais vraiment discuter de l'importance du financement fédéral pour ces institutions, qui ont bien sûr un riche héritage et d'énormes dotations, et pourquoi cela est ou pourrait être un outil efficace utilisé par le gouvernement fédéral. Et puis, la deuxième question tourne vraiment autour du fait que les administrations changent. Donc, vous savez, une institution, si elle mérite une sanction et qu'elle est sanctionnée par une administration, pourrait facilement voir son financement rétabli quelques années plus tard. Est-ce que cela compromet d'une certaine manière l'efficacité de l'action fédérale? Les dirigeants d'universités, comme les dirigeants d'entreprises en Amérique, ont tendance à penser à court terme. Si un président d'université pense qu'il va y avoir un coût financier dévastateur cette année, cela ne le consolera pas de savoir que, quelques années plus tard, il pourrait y avoir de meilleures années pour leur institution, car ils pensent à la façon dont leurs administrateurs vont réagir dans l'immédiat, dans le présent. Le financement est essentiel pour les droits civiques dans l'éducation. Les gens se plaignent. Pourquoi l'administration Trump retarde-t-elle le financement des universités? Eh bien, c'est comme ça que le processus fonctionne, et je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Dans les années 1960, lorsque le Congrès élaborait pour la première fois les principales lois sur les droits civiques que nous utilisons encore aujourd'hui, les membres du Congrès se sont rendus compte que la Constitution ne leur permet pas d'imposer n'importe quelle limitation aux universités ou aux écoles publiques. Et gardez à l'esprit qu'à l'époque, leur principal objectif était la ségrégation raciale dans les écoles primaires et secondaires et que toutes les autres questions étaient secondaires. Donc la question à laquelle ils étaient confrontés était: comment pouvons-nous rédiger une législation qui fera une réelle différence sur la ségrégation et, de manière générale, sur l'application des droits civiques et qui tiendra devant les tribunaux? Et ils ont eu une idée plutôt ingénieuse qui est la suivante. Nous n'allons pas simplement dire aux écoles publiques ou aux universités qu'elles doivent se conformer aux règles des droits civiques. Nous allons faire deux choses. D'abord, nous allons dire que si vous acceptez de l'argent fédéral, il y aura des conditions. Vous devrez essentiellement accepter, comme condition de ce financement, de vous conformer aux exigences des droits civiques. Ensuite, deuxièmement, nous commencerons à injecter des sommes massives d'argent des contribuables dans l'éducation à tous les niveaux, à tel point que les établissements d'enseignement en deviennent dépendants. Et ils ne voudront pas dire qu'ils n'accepteront pas les conditions qui y sont attachées. En ce moment, si une grande université de recherche disait: nous ne voulons pas avoir affaire à l'interprétation actuelle des lois sur les droits civiques par l'administration en place, elle pourrait éviter de nombreux, si ce n'est tous, simplement en disant: nous ne prendrons pas l'argent. Et il y a certaines petites institutions chrétiennes qui refusent de prendre l'argent fédéral par principe. Mais les grandes universités de recherche en sont devenues tellement dépendantes qu'elles ne prendront tout simplement pas cette décision. Quels sont, selon vous, les grands dossiers importants qui se profilent en matière d'action pour les droits civiques contre les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur? D'une certaine manière, l'affaire la plus importante en ce moment est Stand With Us contre le Massachusetts Institute of Technology. Cela a été un coup dur pour la communauté juive. Et si la Cour suprême décidait de l'examiner, cela pourrait être une occasion de revenir sur cette décision. Il y a beaucoup d'autres affaires qui aboutissent favorablement. Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet?
Je ne peux pas. Et je dois dire que c'est assez technique. Ce n'est pas ce que les gens imaginent. Ce n'était pas, par exemple, une affaire de liberté d'expression. Ce n'était pas la question. La question au MIT était essentiellement de savoir si l'université avait réagi de manière appropriée à l'antisémitisme dont elle avait eu connaissance. Le terme utilisé était indifférence délibérée. L'université a-t-elle fait preuve d'une indifférence délibérée face à ce qui se passait sous ses yeux? La manière dont cette norme a été appliquée par le tribunal était probablement incorrecte. Je pense que c'était incorrect, mais savoir si la Cour suprême va juger que la question mérite son attention et un examen, c'est une question que nous allons suivre de près en ce moment. En même temps, nous voyons des affaires importantes de l'UCLA au MIT et partout dans le pays. Même si elles ne reçoivent pas tout à fait la même attention des médias qu'il y a un an ou deux, beaucoup d'entre elles restent importantes. Et les résolutions sont tout aussi importantes que les décisions. Nous obtenons des accords de règlement importants dans des établissements comme Reed College, qui entraînent de grands changements dans la façon dont ces collèges fonctionnent. Tout cela est en train de se produire. Pendant que nous parlons, même si je ne citerai pas les établissements, je peux vous dire que les avocats du Brandeis Center négocient actuellement avec plusieurs institutions, y compris de grandes universités et de petits collèges. Mais le type de résolutions qui apparaissent dans les accords de règlement sont de quelle nature? Eh bien, Elles varient, mais généralement, les accords les plus solides comportent plusieurs éléments. Les bancs exigent que l'institution utilise la définition de travail de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste de l'antisémitisme, pas seulement à des fins éducatives, mais aussi pour évaluer les comportements. Il précise que les attaques contre les sionistes doivent être considérées comme des violations des droits civiques et que le sionisme n'est pas seulement une perspective politique, mais aussi un aspect de l'identité juive pour de nombreux juifs. Elles peuvent comporter des éléments qui instaurent soit un contrôleur indépendant, soit au moins un autre type de contrôleur pour s'assurer que les conditions sont respectées. Ils peuvent créer de nouveaux postes, comme un coordinateur du titre 6 axé sur les questions liées à l'antisémitisme. Souvent, ils proposeront des formations sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Il faut généralement un ensemble complet de mesures et il doit y avoir des éléments spécifiques qui correspondent à ce qui se passait dans chaque université ou autre établissement d'enseignement supérieur. Je dirais qu'il y a de bonnes nouvelles. Tout d'abord, la résistance. La résistance est plus forte qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Le Brandeis Center est plusieurs fois plus grand qu'il ne l'était le 7 octobre. Et il y a beaucoup d'autres organisations qui se battent. Deuxièmement, les collèges et universités ne font pas, à mon avis, un travail parfait, mais ils réagissent beaucoup mieux à l'antisémitisme qu'il y a quelques années. Les efforts des organisations juives comme la nôtre, des responsables fédéraux de l'application de la loi et du Congrès, ont définitivement un impact. Et troisièmement, alors que certains étudiants ont eu peur d'exprimer leur identité juive, d'autres se lèvent et prennent position. Et nous voyons une nouvelle génération de leaders juifs, y compris certains très jeunes, des lycéens même, mais certainement des étudiants universitaires, qui se lèvent et se battent. C'est ce que nous devons voir. Et c'est cela qui renversera la tendance, si quelque chose peut le faire. eh bien, je vous souhaite, à vous et à beaucoup d'autres, beaucoup de succès pour faire avancer cette mission. Et merci encore d'être venu dans l'émission. Merci Alan, c'est un plaisir.